et la focalisation de certaines parties du corps vital, de temps en temps, peuvent apparaître et permettre à un individu qui a certaines parties de sa rétine oculaire, cette partie de son œil, d'arriver à pouvoir mieux percevoir certains symptômes, surtout quand ces parties très localisées ou spécialisées de la rétine sont nourries par une condition matérielle, une chose que la personne a mangée, ou encore par un phénomène vital. Les Melchisédek ne sont pas épuisables. Les Melchisédek n'appartiennent pas à un individu, donc on ne peut pas avoir chez soi des parties melchisédiennes. Par contre, on peut avoir chez soi des parties sataniques. Et les parties sataniques sont des parties qui luttent contre l'évolution. Et la partie luciférienne est la partie qui lutte contre l'involution. Et l'amalgame des deux peut donner l'illusion à l'humain de lutter à la fois contre l'évolution et contre l'involution, ce qui peut se rapprocher un peu du phénomène melchisédien sans être une possession melchisédienne. L'univers est fait de deux chemins. Un chemin difficile et compliqué et un chemin facile et simple. Il y a toujours ce chalet en haut de la côte. Il y a 6 pieds de neige dans la forêt. Et il y a une personne qui, de temps en temps, ouvre et tape un chemin à la raquette. Un chemin facile. Un chemin où il n'y a pas d'embûches. Un chemin où il n'y a pas de roches. Un sentier aplani. Mais pour que les personnes qui ont les jambes faibles, ceux qui n'ont pas trop de poumons, puissent lentement gravir la montagne, eh bien le sentier fait plusieurs détours et arrive au chalet. Et tous ceux qui sont en bas au départ ont appris simplement que la majorité de ceux qui arrivaient au chalet étaient transpirants, avaient souffert, avaient mangé de la marde. On appelle ça l'élite. L'élite, ce n'est pas puant, l'élite. Quand je parle, moi, de l'élite, je parle de la condition la plus avancée dans un phénomène d'évolution. Je ne parle pas d'un phénomène sectarisant où il y a l'élite et il y a le reste. Là. Alors, les personnes qui sont en bas, tout ce qu'elles savent de ceux qui sont en haut, qui de temps en temps déboulent la côte, c'est que c'est dur en hostie de monter là. Puis tous ceux qui sont là sont transpirants, sont chauds. Ça fait que c'est évident que c'est pas en suivant le petit sentier facile que tu arrives là. On ne voit pas, nous autres, que le chemin facile, il mène à la cabane. La cabane, on la voit. Alors, nécessairement, on sait que le but, c'est la cabane. Le sentier, il semble faire un paquet de détours. Étant donné qu'on est pressé comme c'est pas possible, ajustons la parole comme c'est possible, eh bien, on décide de tout couper court à travers le bois pour se rendre à la cabane. 6 pieds de neige, on a de la neige jusqu'au cou, on nage dans la neige, on est fatigué, on est épuisé. De temps en temps, on déboule. De temps en temps, on accroche un arbre, on arrive à monter un peu. Puis quand on approche du chalet ou de la cabane, bien là, on voit ceux qui, comme nous autres, ont travaillé à travers la neige, presque en train d'arriver. Puis on ne peut pas comprendre que le sentier est facile même là. C'est ridicule. Alors l'humain, lorsqu'on lui dit « marche », puis chaque fois que tu te sens calé, sache que tu sors du sentier. Marche, tu n'as aucune décision à prendre. Ne fais qu'observer la vie. Et mets le pied seulement là où c'est solide. Avance le pied lentement. Si tu sens une résistance, c'est le bord du sentier, là où la neige n'a pas été aplatie. Et marche dans le sentier aplati. C'est simple. Tu n'as pas de mérite à faire ça. Tu ne débouleras pas, par exemple, mais tu n'as pas de mérite. Le mérite, c'est quoi le mérite? C'est l'excuse des caves qui coupent à travers les sentiers. C'est pas le mérite. Lorsque l'on parle d'un chemin facile, l'humain rapplique immédiatement avec une chose. Oui, mais c'est long. Il doit y avoir un autre chemin. Plus vite, plus court. Il y en a un autre plus court. Et les initiés parlent d'initiation solaire. Traverser à travers les sentiers, là. Risquer de tomber d'un piège jaloux. Risquer de s'enfoncer et de se noyer dans la neige. Risquer de geler. Risquer d'avoir tellement de neige, d'être tellement pogné, de passer à côté du chalet sans même le réapercevoir. Risquer de tomber dans des buissons sous la neige puis de rester pris là-dedans, comme dans un filet. Risquer de devoir se faire écraser par quelqu'un qui est en train de descendre.
Puis risquez aussi de devoir entraîner 2, 3 qui vous accrochent les culottes et qui veulent que vous les montiez en haut. Et ça, c'est l'initiation. C'est très intéressant. C'est tellement solaire que ça fait fondre la neige. Tu passes. Mais il y a un problème. C'est que si la personne veut réellement couper à travers les sentiers pour se rendre droit au chalet, elle doit être suffisamment préparée parce qu'il y a quelques personnes qui ont essayé, ils ont réussi ou ils sont morts. Qu'est-ce que l'humain fait? Bien, l'humain, il est dans la marde, l'humain est dans la neige, la marde blanche. L'humain est dans ce vaste piège à hommes. Et puis, il se dit de temps en temps, ouais, mais tu sais, la vie est tellement compliquée que sans doute que je coupe un peu à travers les sentiers. C'est ce que la majorité d'entre vous faites. Et quand je parle d'entre vous, je parle de l'humanité. Le sentier s'en va comme ça, il y a une petite courbe et il reprend. Et puis l'humain est dans le sentier, puis il veut couper court pour ramasser la pointe de la courbe. Il vise pas le chalet. La côte paraît tellement haute. Il n'est pas assez orgueilleux pour le risquer. Tant mieux. Mais quand il y a une petite courbe dans le sentier, bien là, c'est là qu'il essaye de couper un petit peu à travers. Comme celui qui décide de passer par le champ, là, parce que l'autoroute a fait ça, la route fait ça, puis il marche à pied, alors il passe par le champ un petit peu. S'il rencontre un taureau ou deux, une vache ou deux, ou encore simplement une preuve de passage des vaches, on appelle ça un béret, il peut se le mettre sur la tête s'il veut. S'il y aura quelques petites expériences, il peut glisser dans le bout en traversant le fossé de l'autre bord, il peut se faire poursuivre par un paysan, il peut, bon, etc. C'est ce que l'humain fait. Alors, à un moment donné, il y a une personne qui fait juste dire, vivons simplement, quand ça marche tout seul, c'est que c'est le sentier, puis quand ça marche pas tout seul, c'est que c'est pas le sentier. Et que ce serait facile s'il n'y aurait pas les forces d'opposition, les forces d'involution. Alors que tout semble facile, ces forces viennent dans l'être humain et viennent obliger l'humain à faire un choix, à prendre une décision, alors qu'il ne se pose pas de problème. Et à l'insu de l'homme, lentement, l'homme s'en va vers le sentier, et lorsqu'il est encore une fois dans la neige, eh bien là, il espère qu'il va rembarquer dans le sentier assez rapidement. Le suicide, c'est finalement la possibilité d'en repartir en bas de la côte. C'est tellement apparemment pogné, la mort ou le suicide, ben, tu recommences là. Fait que là, c'est pas pire, mais tu as l'expérience. Une expérience pluralitaire, fusionnée. Les choses sont simples, les choses sont faciles. Je dis souvent que c'est tellement simple qu'un jour, je devrais passer des heures et des heures à écrire des briques de livres pour pouvoir compliquer la simplicité de façon à ce que l'homme compliqué puisse accepter les choses simples par le biais de la complication. Ne pas juger quelqu'un, c'est déjà un pas énorme. Ne pas juger quelqu'un a autrement plus de puissance que le simple fait de lui donner notre énergie. Lorsqu'on ne juge pas un individu, on refuse catégoriquement. Et ne pas juger ne peut pas provenir du monde de l'astral, et cela ne peut provenir que du plan mental. Celui qui parvient à ne pas juger est un être ascendant, debout. Celui qui ne parvient pas à ne pas juger est encore un être en train de se lever, ou un être couché, descendant. Ne pas juger quelqu'un veut dire que nous refusons obstinément, du point de vue de l'intelligence, de vivre du partage de l'opinion des collectivités. Cela veut dire, lorsque nous ne jugeons plus, que nous refusons obstinément, du point de vue mental, d'être assujettis à un plan d'évolution comparatif qui nous permet de penser que nous sommes en haut parce que nous pensons qu'ils sont en bas. Ne plus juger veut dire que nous sommes rendus à la hauteur énergétique où nous pouvons supporter notre propre condition sans nécessairement avoir besoin d'un supérieur ou d'un inférieur. Ne plus juger veut dire que nous exprimons par la vie que nous acceptons à partir de maintenant d'être ce que nous sommes. Il y a énormément de choses qui amènent dans la parole fausse, dans la pensée fausse, des mécanicités qui obligent l'humain à travailler contre lui. Juger autrui, c'est donner de l'énergie inutilement. C'est en même temps se créer à la longue un barème de contemplation
qui deviendra tellement fixe que nous préjugerons même les choses avant de les juger, de façon à être tellement sécuritaires dans notre opinion que nous n'attendrons pas de connaître les éléments pour poser une opinion, mais nous la laisserons se poser d'elle-même à partir du vomissement de nos mémoires. Et lentement, nous n'avons même plus d'opinion, conçue par notre ego, par notre âme, ou mieux par notre mental, parce que nous laissons les paramètres du jugement juger avant préjuger. Lorsque nous jugeons, nous dépendons de la collectivité pour savoir qui nous sommes. Lui, c'est un trou de cul. Si c'est un trou de cul, c'est que t'es mieux que lui. Tu ne dirais pas c'est un trou de cul s'il est comme toi. Lorsque nous jugeons, nous dépendons des autres pour savoir qui nous sommes. Cela veut dire que parce que les autres ne vous donnent pas leur opinion de ce que vous êtes, eh bien, vous vous arrangez en jugeant les autres pour façonner l'opinion à partir du jugement des autres de ce que vous êtes. L'homme doit parvenir à voir les choses telles qu'elles sont. C'est facile, c'est simple, c'est suivre le sentier libre. Et parce qu'un homme va dire, oui, mais ce sentier-là, c'est Machin Chouette qui l'a fait. Je ne veux pas être assujetti, moi, à Machin Chouette. Tu n'es pas assujetti à Machin Chouette lorsque tu ne marches pas sur les mêmes raquettes que lui. Mais moi, aussi moi que je suis moi, lorsque je vois une porte ouverte dans un centre d'achat, je passe par la porte ouverte. Sauf, et ça n'a pas de correspondance, lorsque j'ai décidé de me faire les biceps, j'ouvre les portes. Sinon, je prends les portes ouvertes. Et je ne me dis pas, on va en ouvrir une, penses-tu que moi suivre l'autre? J'économise l'énergie. C'est logique. Rencontrer n'importe quel humain, quelle que soit l'ombre de forme qu'ils veulent bien dégager, s'il me facilite la tâche, j'y vais. Si je suis omnibulé dans ce travail, là, je prends un break, je n'y vais pas. Mais ça ne m'empêchera pas de suivre le sentier du Nazaréen si le sentier du Nazaréen me semble être le sentier simple. Ça ne m'empêchera pas de suivre la voie du juste milieu de Bouddha si je décide ou si je découvre que c'est simple. Ça ne m'empêchera pas de suivre le sentier de Quetzalcoatl si je le trouve simple. Ça ne m'empêchera pas de suivre le sentier de Lazare ou le sentier de n'importe qui si je le trouve simple. Mais moi, je ne serai pas attaché après celui qui a les raquettes. Je marcherai avec mes propres bottes et je verrai avec mes propres yeux. Tous les sentiers faux sont des sentiers compliqués, tellement préparés que nous n'en voyons pas la complication. Parce que je marche dans 6 pieds de neige, soudainement je tombe dans 2 pieds de neige. Alors, différence de potentiel, ça y est, j'ai le bon sentier. Ça peut être Satan, ça peut être telle chose, ça peut être telle autre chose. Par différence de potentiel, il me semble que on n'a pas à aplanir le chemin. On n'a donc pas à obliger une structure à changer pour nous laisser le passage. On n'a pas à faire cela. Si c'est le chemin que nous devons suivre, il est facile. Ne pas juger, c'est déjà cesser de marcher à côté. J'entends souvent dans le règne de l'homme l'expression « Maudit niaiseux, pourquoi tu nous as amenés là? » Puis l'autre, c'est vrai que c'est un maudit niaiseux. Parce qu'au lieu de se retourner et de dire « Maudit niaiseux, pourquoi tu m'as suivi là? » Mais il essaie d'expliquer pourquoi il l'a amené là, puis il essaie de se défendre.
allez où vous voulez. Quand ça passe, ça passe. Il y aura des résistances parce qu'il y a beaucoup de phénomènes à l'intérieur de l'homme, des anti-hommes, des phénomènes qui sont anti-évolutifs, des phénomènes qui sont terrestrifiants, qui vont obliger l'humain à marcher dans la neige. Surtout, ce sera les mémoires de la neige qui vont vouloir se nourrir chez vous. Les mémoires de la souffrance, les mémoires des problèmes. C'est ces mémoires-là qui vont surtout obliger l'humain à marcher dans la neige, à l'extérieur du sentier de facilité. Le pire schéma humain de récupération est celui qui se dit « Ouais, mais si on n'a plus de souffrance, on n'a plus de défis, ça va être plat. » Puis si on aimerait ce gars-là ou cette fille-là comme il faut, bon, on le mettrait en prison, on l'attacherait, on mettrait des rats, on l'enterrait jusqu'au cou dans le sable, parce qu'il y a des fourmis rouges, on mettrait du miel sur sa tête. Puis là, la vie serait pas plate. Là, elle aurait en masse de quoi jaser. Si on l'aimerait convenablement. Ne pas juger, c'est aussi exprimer la faculté qu'a l'homme de voir les choses telles qu'elles sont. Cela fait partie du sentier facile, du sentier déjà aplani. Un arbre, c'est un arbre. Un nuage, c'est un nuage. Un auto poqué, c'est un auto poqué. Une tempête de pluie, c'est une tempête de pluie. Une personne qui meurt, c'est une personne qui meurt. Un chat qui t'attaque, c'est un chat qui t'attaque. C'est simple. Mais l'homme veut voir un beau chat, un arbre croche, une maudite tempête. Il juge. Il continue à juger les choses. Il ne peut pas et il ne veut pas se permettre de voir une situation neuve sans la regarder à travers les miroirs et les loupes et les plans coloratifs de sa mémoire. Quand on est des jeunes enfants, le monde, il est simple. Il n'y a pas de complications. Et on va dire que c'est parce que l'enfant n'a pas de responsabilité. L'enfant n'a pas à répondre de ses actes. Ce n'est pas pour ça que le monde est simple. Ce n'est pas pour ça. J'ai été dans des pays sous-développés et j'ai rencontré des enfants de 9 ans qui étaient tenanciers dans des hôtels, qui vendaient les cochonneries de leurs parents pendant que les parents dormaient, sirotaient le bière. Et ces enfants s'amusent et se tiraillent derrière les comptoirs comme n'importe quel enfant sur la planète. Mais quand tu veux acheter quelque chose, il faudrait que tu sois un maudit marchandeur si tu veux arriver à faire baisser les prix. Ils ont des responsabilités. Et pour eux, la vie est simple. Ils ont 12 ans et s'occupent des enfants de 3, 2, 1 et quelques mois de la famille. Ils vont jouer avec l'enfant dans le dos. Ils n'écrasent pas l'enfant. Ils ne l'oublient pas, l'enfant. Et ils restent des enfants. Avec la vision simple d'un monde. D'un monde où souvent il y a la guerre. Ils oublient vite les morts. Des mondes où souvent ils ne mangent pas. Ils oublient dans le jeu très rapidement leur faim. Je ne dis pas que leur état du point de vue humain est raisonnable, l'état matériel. C'est con d'être aussi parfait et de vivre dans un monde aussi imparfait. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de juger parce qu'ils n'ont pas suffisamment de mémoire. Plus ils accumuleront de la mémoire, plus ils pourront comparer ce qui arrive à ce qui est arrivé, et plus ils pourront juger. On ne doit pas juger l'humain, on ne doit pas se juger, et inévitablement, on ne doit pas juger. Ni les événements, ni les choses. Des personnes qui ont vu les fleurs, qui m'ont dit que les plantes étaient belles, extraordinaires, comment on arrivait à les faire vivre comme ça. Je leur ai dit, ils sont nourris de pétrole. Ils sont tombés dans la potion quand ils étaient petits. Et puis ils ne comprennent pas, alors je dis c'est synthétique. C'est dommage, vous ne puissiez pas mettre de vraies plantes. Bon, tout à l'heure c'était beau, puis maintenant c'est dommage. Comparaison mémorielle.
Et pourquoi tant de problèmes? Oh, bon, je disais ça juste comme ça. Combien de choses de ta vie fais-tu juste comme ça? N'aurais-tu pas pu rentrer, t'asseoir et boire l'onde de forme qu'il y a en avant? Tu ne la mangeras pas, la plante. C'est l'onde de forme qui est important. Donc, qu'elle soit en soie, en plastique ou en carbone, ça ne change rien. Ça ne change rien. Mais non, l'humain juge, l'humain veut toujours comparer. Si la personne dit, oui, mais des vraies plantes, l'atmosphère serait plus belle. Bien, l'humain qui est brillant ne dira pas ça, parce qu'avec la quantité d'humains qui peut rentrer ici, il faudrait qu'il y ait au moins un pot de fleurs par chaise. Alors, ça ne vaut pas la peine. On fait rentrer là dehors en place. L'humain est toujours en train de poser des jugements continuellement. Et ça, c'est un gros, mais un immense problème. C'est un problème tellement majeur qu'il bloque carrément le contact supramental, parce que l'énergie supramentale, c'est de l'instantanéité. L'instantanéité, c'est ce que les choses sont. Le papier peut continuer à être papier parce qu'il est plugué à l'intelligence supramentale qui est de l'instantanéité. Et cette instantanéité permet à l'onde de forme papier de pouvoir se poursuivre à travers notre perception mémorielle. Et plus nous regardons le papier, plus nous accumulons la mémoire du papier dans la mémoire du papier chez nous dans notre mémoire. Et on accumule, et finalement, on voit presque plus le papier dehors, on ne voit que sa correspondance mémorisée, puis on pense que c'est la même chose. C'est de l'énergie supramentale. Tout cela est de l'énergie supramentale terrestrifiée, mais suffisamment relié à l'instantanéité pour continuer à être présent à travers un continuum de changement, d'évolution. Sainte merde, l'être humain évolue, l'évolution c'est le changement. Ça évolue pas, puis ça continue à nous suivre. Ça continue à me suivre dans mon changement, dans mon déplacement, dans mon temps. C'est donc relié de l'instantanéité. Il y a dans cette feuille plus d'énergie supramentale que jamais je n'aurais pu en imaginer. La preuve de l'existence de la puissance, c'est la feuille. Dans tout le monde d'illusions que nous avons, eh bien, il y a du papier. Il y a du papier. Il y a de l'énergie densifiée que je peux malléabiliser, matérialiser. C'est un arbre, c'est de la roche, c'est des oligo-éléments, c'est des rayons photoniques solaires. C'est tout ça placé là-dedans. En plus, avec l'intentionnalité de l'être humain qui a posé une question. La conscientisation, c'est un chemin simple, facile, comique, relaxant, plaisant. Sauf que l'homme, à cause de son phénomène mémoriel, il le complique. Vous avez un jour eu un pouce-pouce. On vous mettait dedans un carrosse. Puis la bonne femme ou le bonhomme ou le voisin ou la sœur ou le frère, il poussait. Alors on est assis dedans, puis on s'en va, puis on se laisse pousser. On a 6 mois, 1 an, 2 ans. Bon. Quand on est bien rusé, rendu à 3 ou 4 heures, on est encore dans le panier à la commission de sa mère, puis elle nous pousse pareil dans le centre de la chose. Bon. Dépendant comment on est rusé, les parents sont rusables. Et puis à un moment donné, bien, on vous donne une petite voiture. On met le genou dedans, puis on pousse avec la paperasse à côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le temps d'adaptation, tout tu t'assois encore dedans, t'attends que l'autre tire, on pousse. La voiture a changé. Ta mémoire n'a pas encore changé. Alors là, tu chiales. Puis gueulard, ça sera toujours poussé ou tiré par l'autre. À un moment donné, on te donne un bicycle à pédale. Là, tu cherches les côtes. Descendre. Pas avoir à trop pédaler.
suis les autobus tout proches pour que le vent te tire. Tu n'aimes pas ça, rouler contre le vent, ça demande trop à tes jambes. On invente évidemment le bicycle à deux. Celui d'en arrière ne pédale pas, l'autre ne sait pas en avant. À travers toute cette évolution de déplacement et de changement, les choses sont toujours très simples. Ça demande une période d'adaptation. On doit se faire les muscles des jambes, on doit changer certaines choses. Mais à un moment donné, on fout dans un automobile. Et puis là, tout le monde transpire la première fois qu'il tient un volant. Puis il n'arrive pas à saisir. Il va 15 km à l'heure, puis tout. La mémoire, elle ne change pas. Vous étiez dans une croyance et vous changez. Vous n'abandonnez pas la croyance. La majorité de ceux qui ont abandonné leur religion ou leur croyance n'ont rien abandonné. Ils l'ont tellement conservé que maintenant, ils ont peur des croyances et des religions. Ils ont peur des sectes. Ils ont peur de se faire enguirlander. Autrement dit, dans leur mémoire réside toujours la religion. Et lorsqu'ils voient une chose neuve, ils la comparent à la religion. Et ils comparent la forme à la forme, jamais l'essence. Et encore une fois, ils se ferment les portes. Et parce qu'on juge. Les chemins sont simples. Il y a le tourne-disque, il y a le long jeu. Il y a des sillons, il y a le bras. Il y a la possibilité de partir du début du long jeu et de s'en aller directement au centre. Ça, c'est le chemin facile. Et que c'est épeurant, facile et simple. La collectivité ne le fait pas. Non, le monde est compliqué. Et il y a la possibilité de suivre les petits sillons l'un après l'autre pour jouer la musique de la vie. Crier, gueuler, péter, être malade, tout ça. Puis lentement, ça nous amène inconditionnellement, sans qu'on le sache, à la même maudite place. Mais là, au moins, il y a du mérite. On était un martyr. Ne pas juger, c'est une condition sine qua non à l'expression de l'intelligence supramentale, parce que l'intelligence supramentale s'exprime en commun accord avec l'amour supramental, donc l'amour intelligent, qui ne peut pas, pour pouvoir être exprimé, être conditionnel ou sélectif. Constater une chose, ce n'est pas juger une chose. Je m'en vais à Chicoutimi, est-ce que je prends l'avion, l'automobile, l'autobus ou le train? Je prends le moyen de transport le plus rapide. Ah bon, t'aimes pas l'autobus? J'adore l'autobus. Si en 45 minutes, je peux être rendu, moi, l'autobus ne me dérange pas. Si ça prend 4h30, prendre l'avion, ça me prend 45 minutes. Pas question d'aimer, pas question de juger, question de constater. Il y a dans la nature supramentale certains phénomènes qui sont drôlement intéressants. Premièrement, la nature supramentale, elle est le parallèle extraterrestre de l'énergie vitale planétaire. C'est-à-dire que l'énergie supramentale fait partie des ondes éthériques. Éthériques, les ondes de l'éther, les recteurs des créations. L'énergie qui a été créée fait partie de l'éthérique créé. Donc, le recteur de la création, lorsqu'il est transmué en création, devient un éthérique créé. Un éthérique créé va porter le nom d'énergie vitale. Un éthérique non créé, mais en potentiel créateur, va porter le nom d'énergie supramentale. L'énergie vitale de la planète, l'énergie vitale, c'est l'énergie qui mémorise les choses, c'est la mémoire. Elle est mémoire matérielle et révèle la matière parce que c'est l'énergie qui va obliger la structure subatomique, atomique, moléculaire et constituante à conserver sa forme. L'énergie mémorielle vitale, lorsqu'elle paramètre le séraphin de l'âme et lorsqu'elle vient servir de trame transporteur chérubinique, yin et yang ou aminal à l'intérieur de l'âme, permet à l'homme de conserver une mémoire événementielle, la mémoire psychologique. L'énergie vitale, c'est la substance
matrice qui permet à l'intentionnalité de devenir créationnelle. L'énergie vitale qui baigne la planète Terre est un résidu naturel des choses engendrées. L'énergie supramentale, disons qu'elle a une certaine complexité globale, et lorsqu'elle devient de la création, il y a une partie qui devient de la matière et une partie qui mémorise la matière. Cette partie qui mémorise la matière, l'énergie vitale, a la faculté, elle aussi, de devenir de la matière. Et connaissant cela, on peut aborder une autre mécanique. Celle où lorsque l'humain a une raison intelligente de faire quelque chose, une raison anémotive, une raison qui peut donc être en affinité avec l'énergie supramentale, une raison qui ne provient pas nécessairement de l'ajusteur de pensée ou du contact supramental, mais une raison qui est en affinité avec. L'intelligence supramentale ne juge pas. Lorsqu'elle dit ou lorsqu'elle dirait qu'une chose doit être faite, c'est celui qui est en contact avec veut faire une chose, mais pas tout à fait comme l'intelligence le verrait. L'intelligence ne peut pas s'interposer. Si elle descend au niveau de l'homme, elle devient aussi froide que l'homme. Alors, elle va donc appuyer l'humain dans le peu de changement que ça va donner. Le changement ne sera pas parfait du point de vue de l'intelligence supramentale, mais le changement sera parfait du point de vue du changement. Cela veut dire que lorsqu'on a une raison intelligente, et ça, vous devriez travailler sur intelligencer des raisons. Pour comprendre la finalité, la première raison intelligente, c'est de comprendre. Correct. Essayez pas de comprendre pourquoi il faut comprendre. Parce que vous ne marcherez plus. Il y a la raison émotive qui vient s'allier à ça. Quelle que soit la raison intelligente. Ça marche même si on n'en a pas, mais ça marche même si on en a une. Eh bien, ce que l'on doit faire par la suite, c'est d'envisager un événement futur, collectif, de façon à se servir un peu de l'énergie astrale, où l'on parle, où vous pourrez voir le résultat de ce que vous concevez comme étant intelligent. Vous voulez avoir un enfant et vous êtes stérile. Alors, vous allez décider qu'avant l'année 1990, et là, vous décidez un mois, et puis vous voyez un journal. Dans le journal, c'est écrit septembre 1989. Et c'est écrit « Miracle à Montréal » dans le journal. Une femme stérile accouche d'un enfant. Vous ne lisez pas tout l'article, mais vous voyez qu'il y a un nom décrit, et c'est le vôtre. Et une fois par semaine, on va revoir le journal dans sa tête. Le même journal, les mêmes écriteaux, la même date. Une date qui permettra au blanc de jouer avec le temps. Pas une date comme 8 septembre 1989 à 8h27. Parce que si l'intelligence peut vous le donner avant, limitez-la pas trop. Ce que je veux dire, c'est que si on a une raison intelligente, lorsque l'humain a une raison intelligente, il devient mental. Lorsqu'il devient mental, il a la faculté d'ordonner aux forces belzébusiennes, aux forces vitales. Lorsqu'il a une raison intelligente d'être en santé, il ordonne aux forces belzébusiennes et il guérit. Sauf s'il a une maladie karmique ou une maladie ascendante, une maladie opérationnelle, une maladie qui devra permettre un contact. Toute autre chose peut être matériellement matérialisée par celui qui sait ce qu'il fait. Il ne faut pas croire, il faut voir. Ce n'est pas pareil. Mettre trop de temps par insécurité nuit, mettre trop proche par impatience nuit. Dans un atome, il y a suffisamment d'énergie pour éclairer en électricité le centre pendant une semaine.
Dans 1 centimètre cube d'uranium, il y a suffisamment d'énergie pour éclairer la ville de Montréal au complet pour une nuit. Pour créer, il faut de l'énergie. La pensée se canalise en émotion, se canalise en énergie vitale, se canalise en énergie matérielle. Cela veut dire que l'on doit mettre beaucoup, mais beaucoup plus d'énergie mentale que le résultat apparent matériel. On doit densifier le temps et l'espace autour d'une opinion conceptuelle, autour d'une idée, pour que celle-ci puisse lentement prendre forme. La chose intéressante dans ce que je dis, c'est que premièrement, ça marche, deuxièmement, vous aurez ce que vous demandez, ou troisièmement, étant donné que vous avez tous une subtilité suffisamment raffinée pour demander à peu près ce que vous avez besoin, si l'homme n'a pas ce qu'il demande, il aura toujours une correspondance de ce qu'il a demandé. Ce ne sera peut-être pas toujours exactement comme on l'avait demandé, mais on se place dans une attente active très intéressante. On dynamise de la matière énergétique autour de soi, ce qui premièrement donne un vache coup de pouce à l'intelligence lorsque celle-ci a besoin d'énergie pour vous communiquer ou pour passer au travers de vous un message, ou pour simplement finaliser la mutation. N'importe quel humain qui a une raison intelligente et qui n'est pas brimé karmiquement il y a des moyens de libérer certaines choses. C'est pour cela qu'on parle de colère mentale, telle que j'en ai parlé lors de l'initiation. Une colère mentale où l'humain doit mettre le nom sur le canal qui le relie au monde de la mort. Une colère mentale où l'être humain doit mettre le nom sur la partie involuante anti-homme qui l'habite. Une colère mentale où l'homme doit apprendre à mettre un nom sur la partie ascendante, évoluante de son être-té pour arriver à se discerner. Et pour après arriver à régler. Mais en attendant, lorsque l'humain décide de gagner à la loterie et qu'il voit un chèque fait à son nom, l'humain qui fait cela convenablement, qui n'a pas d'émotion lorsqu'il le fait, parce que l'émotion, qu'est-ce que c'est l'émotion? C'est qu'on prend l'énergie de la création puis on recrée l'image dans la mémoire. Et on la nourrit dedans. Alors, ce qui fait qu'on manque d'énergie pour le créer à l'extérieur, pour le créer dans la matière. Ou bien l'idée passe par la matière, ou bien l'idée passe par l'émotion de l'homme. Ça passe par l'émotion de l'homme, ça ne passe pas par la matière. On ne fait que la cristalliser et on l'oublie. On le fait que la cristalliser et on s'en fout. On ne doit pas émotivement y être attaché. C'est pourquoi je ne veux pas que l'humain ait une raison émotive, mais une raison intelligente. Et ça va se faire tout seul. Un jour, il y aura un chèque avec votre nom dessus. Ça va se faire tout seul. Nécessairement, ils vont vous appeler. Pas de votre faute. Et vous irez le changer. L'être humain qui comprend bien cette mécanicité peut gagner à la loterie à chaque tirage. S'il a une raison intelligente de gagner à chaque tirage. Ce que je veux dire, c'est encore la même chose. On ne peut rien changer à rien. La destinée individuelle n'est pas établie. Il n'y a que de destinée dans la collectivité. Il n'a pas été décidé que vous seriez pauvre. Il a été décidé que certains seront riches. Voilà ce qui a été décidé. Cela est mécanique et efficace pour l'entretien du monde de la mort, de souffrance, protectorat de notre paix par rapport aux hiérarchies cosmiques qui sont à la recherche, telles des vampires, des corps physiques que nous avons conçus pour nous. Qui sera riche? Celui qui sera là lorsque ça va passer. On ne sait pas qui, mais on sait qu'il y en aura. Alors, c'est une chose que l'être humain doit comprendre, que l'être humain doit mettre en application. Je suis d'accord, c'est trop simple. Comprendre l'intelligence d'un objectif
plus l'objectif sera commun, plus rapide et plus puissant sera le résultat. On en a parlé souvent de la densification de la masse qui courbait plus massivement l'espace-temps. L'attraction d'une masse est logarithmiquement accélérante. Plus la masse, si la masse double, la gravité ne double pas. Elle va être 4 fois plus puissante. Si la masse se quadruple, la gravité sera 16 fois plus puissante. Et ce que je veux dire, c'est que lorsque l'humain travaille dans un but commun, plus il y a d'humains qui le font, plus il y a de masse attractive. Ce n'est pas se collectiviser. On doit individuellement savoir ce que l'on fait. Vous voulez vous sortir de vos problèmes? Nécessairement, c'est plein d'humains qui veulent le faire. Ce n'est pas du collectivisme. C'est de l'intelligence. Quand on sait ce que l'on fait. Enligné dans la pensée. Ce n'est même pas de la pensée, c'est de définir une substance endoformique à l'intérieur de l'énergie de l'homme. Ça pourra paraître comme dans la pensée. Vous ne devez pas mettre de mots, vous ne devez rien faire d'autre que d'observer. De quelle façon cela se fait? Cela se fait, on observe et on ne fait rien. On ne pense pas, on ne parle pas, on ne chante pas, on ne fait jouer aucun morceau de musique, on ne voit rien. Et lentement, la trame se dessine. Il va se passer des choses. Et si on ne résiste pas à ce qui se passe, on va voir de plus en plus les choses avoir une tendance à se raffermir. La substance vitale qui constitue la gestion subatomique de votre cerveau va être en train de se cristalliser. Elle va créer une forme qui pourra être engendrée en double éthérique, formelle ou pensée, à l'extérieur, ce qu'on appelle souvent une forme pensée. Ce n'est pas de la pensée, mais en tout cas. Et cette chose sera capable d'amener suffisamment d'énergie du monde de la mort, d'énergie vitale, pour que finalement l'événement apparaisse. Ça manipule parce que ça l'impose son espace-temps à tout ce qui l'entoure. Ça fait partie des choses causales qui paraissent bénignes, mais qui peuvent te changer un monde de A à Z. Des lapins en Australie, tu lances ça par la queue d'un champ. C'est pas un problème. Un lapin. Puis au bout d'un laps de temps, tu te rends compte que tout ce qui est vert en Australie est en train d'être bouffé par les lapins. Il faut que tu importes des chiens sauvages pour bouffer les lapins. Parce qu'il n'y a pas de prédateur, c'est pas le kangourou, le koala qui bouffe le lapin. Chaque petite chose. Lorsque l'homme arrive à ne pas penser, à laisser une trame de matière apparaître, une espèce de densité qui devient tellement présente, et je me fous, et vous devez vous foutre de savoir qu'est-ce qu'elle représente. Certains vont voir l'avenir là-dedans. C'est de l'illusion astrale. Certains vont voir des choses extraordinaires, vont penser, à un moment donné, la personne va se dire, je veux une maison. Alors elle laisse la trame, depuis la trame dessine un château. Ah oui, c'est ça. Illusion astrale. La trame, la substance ne doit pas déterminer pour vous. Laissez le jeu majeur à l'intelligence. Vous voulez une maison? Voyez un contrat d'achat. Voyez décrit à un prix raisonnable, mais voyez pas le montant. Voyez décrit dans le secteur 2, mais ne voyez pas l'adresse ou la place exacte. Parce que vous risquez de vous tromper. Mais vous vous laissez disponible et les choses viennent beaucoup plus rapidement. Celui qui veut avoir un enfant nouveau aux yeux bleus, avec les cheveux blonds, avec ceci, avec cela, avec cela, avec cela, ça va marcher dans peut-être 50, 60 ou 80 années. Il demande trop de précision et ça ne laisse pas assez de jeu à l'astral, au vital et au plan supramental. Il n'y aura pas de mutation globale en 5 ans pour permettre l'engendrement du corps que vous demandez. Mais cela se fait. La grande majorité de l'évolution humanitaire a été dirigée par les sorciers et les mages. Cela marchait, cela a marché. Encore aujourd'hui, cela continue.
Mais on appelle cela psychologie publicitaire, psychiatrie et autre chose. Mais cela marche. D'obliger des gens qui n'ont pas soif à boire, c'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, on appelle cela de la publicité, de la maudite bonne publicité. Ça marche. Servez-vous-en pour vous. Laissez la substance apparaître et lentement engendrer une chose qui laisse suffisamment de liberté à l'intelligence et au temps. Et vous aurez le résultat. Raison intelligente et être capable de ne pas juger pour ne pas qu'à chaque fois que le résultat semble apparaître, que vous le dénigrez en le comparant à l'évolution mémorielle de votre désir. Il y a sur le contexte planétaire énormément de clés. Ces clés ont servi jadis. Ces clés ont été cachées, ont été occultées, pour la simple raison que ces clés ne devaient pas appartenir au peuple, étant donné que le peuple ayant ces clés, à l'époque où il n'était pas suffisamment densifié, aurait sacré son camp de la planète Terre et aurait nui énormément. Les clés ont été occultées. Maintenant que les clés sont bien cachées, certains humains doivent les trouver. Et ceux qui vont commencer à les trouver doivent faire fi de leur mémoire, qui les instruisent continuellement que ces clés ne marchent pas ou font partie d'un folklore. Mais alors qu'avant, l'homme faisait sans savoir ce qu'il faisait, aujourd'hui, l'homme devra de plus en plus faire en sachant ce qu'il fait. Il y a un fil ténu, mince, un voile extrêmement mince, un petit tissu de soie, à peine solide, qui sépare toute la condition spiritualisante, astrale, manipulatrice, esclavageante du monde de la mort, au contexte de l'homme nouveau. Un fil. Prononcer une chose n'est pas répéter une chose. Mais entre prononcer et répéter, il y a quoi? Le manque de conscience. Beaucoup pensent prononcer et répètent. J'ai dit. Ce n'est pas répété. Et la nuance, faible. À un point que beaucoup d'humains ne peuvent discerner. Et la peur de ne pas être capable de discerner fait qu'à un moment donné, l'humain veut fuir. Il y a des automobiles qui marchent mal. Parce que tu en as acheté une, tu ne veux plus jamais voir d'hostie d'auto. Il y en a d'autres qui marchent bien. Ah, c'est là qu'il y a 3 volants, des fenêtres, c'est pareil. Parce que l'humain n'est pas capable de discerner la subtilité. À un moment donné, il préfère fuir. On ne doit pas fuir. L'exorcisme qui guérit quelqu'un, ça marche. Tout ce qui marche ne fait pas partie du folklore. Et parce que plusieurs humains ne sont pas capables, ce n'est pas une raison pour prétendre que l'autre, ça doit être psychologique. Dernièrement, j'écoutais des savants. Et il y a un savant qui essayait d'expliquer le phénomène d'apparition simultanée de stigmates. C'est arrivé dernièrement en France, sur 2 personnes qui ne se connaissaient pas. Et il y a un savant qui estimait que ça ne se pouvait pas, et finalement, il a fini, oui, c'est par dire. Elle s'est peut-être fait ça elle-même, psychologiquement, et puis l'autre, peut-être que l'autre, télépathiquement, était relié à elle, puis c'est apparu chez elle. Le savant, si on aurait discuté de télépathie, aurait tout fait pour prétendre que ça ne se peut pas. Mais là, étant donné qu'il n'avait pas d'autre choix pour expliquer le pourquoi ça ne se pouvait pas, la béstigmatisation, bien là, il a vu le phénomène de la télépathie. Quand vous vibrerez la simplicité et les mots merveilleux que sont le tout
se peut. Vous goûterez à une substance nouvelle de l'énergie supramentale à l'état pur. Ça se peut que je réussisse, ça se peut que je ne réussisse pas. Merveilleux! Mais tu ne peux pas peser plus sur un côté que l'autre. Maintenant, si tu vois l'intelligence de réussir, travaille. Pas travailler à t'entraîner à tout bout de champ. Demandez à des champions de boxe ou d'art martial. Demandez-leur. Quel entraînement ils font? Demandez à des athlètes olympiques. Demandez à la personne qui doit sauter un 8 pieds 6 pouces. Elle s'entraîne comment? Elle se couche et elle ne fait que visionner sa réussite. Et lorsqu'elle s'essaye, elle saute plus haut. Elle accroche peut-être encore la barre, mais ce n'est pas grave. Le champion de boxe, il y a un coup qui a de la difficulté à faire. Il le visionne, visionne, visionne. Il fait ce qu'on appelle dans les arts martiaux des katas mentales. Et lorsqu'il revient devant son sac, c'est mieux. Et il programme et cela se cellularise. Tout se peut. Tout. Cela devrait normalement ouvrir tellement de portes à la conscience de l'homme qu'il devrait se sentir libre. Albert Einstein avait dit tout est relatif. Alors je précise, tout se peut. Être cave, oui. Être Dieu, oui. Être pas capable, oui. Être capable, oui. Tout se peut. Mais l'humain doit s'arranger pour vibrer et non pas apprendre que tout se peut. Ah, mais il paraît que tout se peut. On devrait être capable de le faire. Ah, s'il paraît que je devrais être capable. La parole fausse. Mais Daniel, il dit tout se peut. Oui, ça veut dire que Daniel, il sait. Mais vu que tu ne sais pas, ça ne marchera pas. Ah ouais, je le sais moi aussi. 16 à t'instruire que tu ne le sais pas. En 6 temps. Il y a suffisamment d'énergie dans l'atmosphère et dans le monde de la mort. Il y a suffisamment d'énergie dans les plantes, dans la nourriture que nous prenons. Il y a suffisamment d'énergie dans la matière. Ça, ici, ce papier-là, est un immense condensateur d'énergie. Et on peut le rendre puissant comment? En inscrivant, en prenant un crayon et en plaçant de la forme dessus. On appelle ça de l'écriture. En transmettant la conscience intérieure de l'homme sur la matière. Cela veut dire en transmettant une conscience énergétique. Jusqu'à ce que la matière le supporte sans en être brûlée. La personne qui sait mettre les bons mots sur le bon papier ou sur la bonne substance vient de se créer un condensateur d'énergie, un réservoir extraordinaire. Il y a des minéraux, il y a des matières qui sont importantes, qui ont plus d'affinité à être un réservoir. Il y a des manières de le préparer. Et il y a des manières de s'en servir. C'est un peu alchimique. Ça n'empêche pas que je n'ai connu un alchimiste. Il n'avait jamais d'argent. Il décide qu'il va écrire un livre. Alors il s'achète un ordinateur avec une imprimante, le kit au complet. Et il a plus son argent où? Ah ben, il n'y a pas de problème. Puis quand il fait son épicerie, ben, il a trouvé l'argent qu'il faut. Il rentre dans un magasin de musique, chez Archambault. Il n'est pas connu. Il n'a pas d'argent. Il ressort avec un violon flambant neuf. Le gars, il a donné. Il l'a pas manipulé. C'est de l'alchimie. Et certains diront, oui, mais il est mort. Oh non. Alors, lorsque l'être humain veut bien vibrer, le tout se peut. Lorsque l'être humain comprend l'absurdité du jugement, parce que cela est un collectivisme, où sa propre perception dépend de la perception qu'il aura, lui, des autres. Lorsque l'humain découvre que les cycles de sa vie où il tombe en morceaux peuvent aussi être remis où il va monter en fleurs, les cycles melchisédiens, catalyseurs. Puis lorsque l'humain décide d'appliquer un peu
ça marche. Vous pouvez peut-être jaser un peu avant de partir, ceux qui ont le goût de jaser. Ne vous prenez pas au sérieux. Puis s'il neige, eh bien, essayez de contempler les cristaux.